la Russie, l'Union soviétique à l'époque, a toujours été l'ennemi historique de l'État d'Israël, a soutenu la Ligue arabe, a armé la Ligue arabe pendant toute la guerre froide, a mené la propagande anti-israélienne à l'ONU, en particulier la fameuse résolution de 1975, et a empêché jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique l'alliage des Juifs soviétiques, et ils étaient persécutés en Union soviétique. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine de géopolitique, magazine hebdomadaire intitulé Israël au cœur du Moyen-Orient, Israël au cœur de sa région, avec comme thème de réflexion cette semaine les nombreuses retombées, j'allais dire tous azimuts, de la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine sur notre propre région, le Moyen-Orient, et ce à beaucoup de niveaux. Pour en parler en ligne avec nous, Emmanuel Navon, bonjour et shalom. Bonjour. Bonjour Emmanuel, vous êtes un politologue israélien d'origine francophone, expert en politique étrangère et à ce titre vous enseignez à l'université de Tel Aviv mais aussi au centre interdisciplinaire de Herzliya. Vous êtes aussi senior fellow au Kohelet Policy Forum qui est un centre de réflexion et d'enseignement et en même temps vous êtes expert au JCSS, le centre de Jérusalem de stratégie et de sécurité et enfin vous êtes aussi analyste sur la chaîne I24 News, la chaîne francophone. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, comment expliquez-vous que ce conflit qui se passe quand même à plus de 1500 km, en tout cas d'Israël, a autant de répercussions et télescope autant de dossiers brûlants dans notre région. Tout le monde les connaît. C'est d'abord évidemment la guerre en Syrie, mais c'est aussi le lourd dossier iranien et c'est aussi la position quelquefois ambiguë de la Turquie. Pourquoi c'est si prégnant ces retombées-là qu'on ressent au Moyen-Orient ? Pas seulement au Moyen-Orient, c'est un conflit qui déterminera le futur du système international dans les années suivantes. C'est un conflit qui va définir si oui ou non nous abandonnons complètement les principes du droit international tels qu'ils ont été définis après la Deuxième Guerre mondiale et avec la fin de la guerre froide. Il faut bien comprendre que ce qu'essaie de faire Vladimir Poutine, c'est tout simplement de détruire l'ordre mondial sur lequel repose le droit international. En toute impunité, envahir un pays en violation du droit international, imposer un régime que l'on préfère dans des pays démocratiques. Je vous rappelle que le monde est allé en guerre contre Hitler en 1939 pour cela, enfin, en tout cas la France et la Grande-Bretagne. La Seconde Guerre mondiale a explosé à cause de la volonté de Hitler à l'époque d'imposer sa volonté sur ses voisins et de les conquérir. Donc si nous laissons cela passer, eh bien nous reviendrons dans le monde de l'avant-Deuxième Guerre mondiale des années 30. Il n'en est pas question, évidemment, et il faut lutter. Et donc d'où les implications, pas seulement au Proche-Orient, mais ailleurs. Je vous rappelle, dernier point, que ce qu'essaie de faire aujourd'hui la Russie, mais également la Chine, c'est précisément ce qu'essayaient de faire l'Allemagne nazie et le Japon impérial dans les années 30 et 40, ce qu'ils appelaient eux-mêmes à l'époque démanteler l'ordre mondial anglo-saxon. C'est exactement ce que veulent les Russes et les Chinois aujourd'hui, démonter l'ordre anglo-saxon ou anglo-américain, comme c'est ce que voulait faire l'Allemagne nazie et le Japon impérial dans les années 30 ou 40. Donc c'est l'avenir du monde et l'avenir de l'ordre international dépend de la réponse de l'Occident et de l'issue de cette guerre. Donc les conséquences se feront ressentir pas seulement au Proche-Orient, mais dans le monde entier. Vous avez eu raison de le préciser, puisque vous me poussez à avancer l'une des questions que je voulais vous voir traiter. Est-ce que, compte tenu de la mollesse, en tout cas sur le terrain, de la réaction américaine jusque-là. Bon, on sait bien que l'administration Biden a décidé de sanctions, semble-t-il, importantes. Mais est-ce que vous pensez que ces sanctions et cette réaction à la fois américaine, strictement économique et financière, et la réaction indignée de l'Europe qui se répand en de nombreuses condamnations, mais qui continue d'importer le gaz russe dont elle a besoin, est-ce que vous pensez que ces réactions occidentales, européennes et outre-Atlantique sont de nature à pouvoir stopper, faire réfléchir Poutine ? Vous vous trompez, la réponse occidentale a été très ferme. La réponse américaine a été très ferme, la réponse européenne également.
Tout le monde savait très bien depuis le début qu'il n'y aurait pas de guerre contre la Russie pour l'Ukraine, donc ça, il n'y a pas de surprise. Personne n'avait pensé que l'on engagerait une troisième guerre mondiale avec des armes nucléaires pour l'Ukraine. Mais la réponse économique a été très forte et très ferme. Au contraire, Vladimir Poutine a réussi à unir l'Occident. Les États-Unis ont imposé des sanctions économiques sans précédent, j'insiste, dans l'histoire des sanctions économiques. Ces sanctions qui sont suivies par tous les pays de l'Union européenne et par le Japon et par l'Australie, par le Commonwealth britannique, sont en train de mettre la Russie à genoux. N'oubliez pas que la Russie est une puissance en trompe-l'œil. L'économie russe est une station d'essence. Son PIB est de la taille de celui de l'Espagne. La Russie va s'effondrer économiquement grâce à cette réponse occidentale très ferme. Quant à l'Union européenne, elle s'est réveillée. Qui aurait pensé que le chancelier allemand, dans le discours qu'il a tenu il y a 3 semaines, allait parler de doubler le budget militaire allemand, de livrer des armes à l'Ukraine, ce qui s'était refusé de faire jusqu'à présent, qu'aujourd'hui, il y a des sanctions européennes très fortes contre la Russie, dont dans le domaine pétrolier et gazéfier. Je vous rappelle que l'Allemagne a suspendu le projet Nord Stream 2 qui était indispensable pour l'économie russe. Il est vrai que parallèlement, toutes les sanctions ne s'appliquent pas pour l'instant au gaz naturel. Cela prend du temps pour transférer ces besoins de gaz naturel. Mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit dans votre question. Je pense que la réponse américaine et occidentale en général a été très ferme, qu'elle a la capacité de mettre la Russie à genoux, et j'espère que ce sera effectivement le cas. Alors, en ce qui concerne le théâtre moyen-oriental, on a assisté à une tentative de médiation qui se poursuit d'ailleurs toujours de la part du gouvernement israélien. Côté court, on peut voir là un aspect positif dans la mesure où Israël, qui a, je dirais, langue et qui a des relations à la fois évidemment avec le camp occidental, mais aussi avec la Russie, veut jouer son rôle. Mais d'un autre côté, on a l'impression que c'est aussi parce que le petit État hébreu est pris entre non pas la faucille et le marteau, mais entre le marteau et l'enclume, dans la mesure où, et c'est souvent le sujet qui est invoqué, la cause qui est invoquée en raison, disons, de l'implication militaire russe en Syrie. Israël a besoin du feu vert, j'allais dire, radar et technique et de sa coordination avec l'armée de l'air russe qui est déployée en Syrie pour mener à bien ce qu'on a appelé la campagne entre les guerres, c'est-à-dire la nécessité pour Israël, la nécessité existentielle pour Israël de limiter le déploiement iranien à sa frontière nord, en l'occurrence en Syrie et au Liban, et donc de faire je crois, il y a presque 1500 raids qui ont été effectués en 6-7 ans par Tsahal sur les positions du Hezbollah, les positions aussi des Iraniens en Syrie. Et est-ce que cette médiation, elle n'est pas aussi le fruit de cette position un peu gênée de l'État hébreu ? Israël n'a pas du tout à être gêné. Je pense que cette médiation ne sert à rien. Je vous rappelle, Richard, que la Russie, l'Union soviétique à l'époque, a toujours été l'ennemi historique de l'État d'Israël, a soutenu la Ligue arabe, a armé la Ligue arabe pendant toute la guerre froide, a mené la propagande anti-israélienne à l'ONU, en particulier la fameuse résolution de 1975 sur le sionisme raciste. C'était une initiative russe et a empêché jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique l'alliage des Juifs soviétiques, et ils étaient persécutés en Union soviétique. Nous n'avons rien à attendre de Moscou. Je vous rappelle que certes, Moscou détermine et détient le ciel de la Syrie, et il est important d'avoir un réseau de communication avec Moscou là-dessus, mais je rappelle également que dans le passé, Israël n'a jamais hésité, c'était le cas en tout cas dans les années 60 et 70, à abattre, j'insiste bien, des pilotes russes dans le ciel de la Syrie et de l'Égypte avant la guerre de Kippour. Donc on a su dans le passé agir contre les Russes, et cela n'a pas déclenché de guerre avec la Russie. Je pense qu'Israël doit évidemment garder sa liberté d'action en Syrie, mais cela ne justifie pas, à mon sens, d'avoir cette position timide vis-à-vis de Moscou. C'est Moscou qui a fourni la technologie nucléaire à l'Iran, c'est Moscou qui a permis à l'Iran, avec la Chine également, de contourner les sanctions américaines sur le nucléaire iranien. Moscou et Jérusalem sont des rivaux géopolitiques au Proche-Orient, il faut bien le comprendre. Alors, il faut, comme je l'ai dit, je comprends tout à fait la nécessité de garder
un réseau de communication avec Moscou sur les actions israéliennes en Syrie, mais cela ne justifie pas, à mon avis, la réaction timorée d'Israël aux crimes de guerre de Vladimir Poutine. Et quand on parle d'une négociation ou d'un rôle d'Israël vis-à-vis de Poutine, je ne vois pas en quoi Israël s'honore en négociant aujourd'hui avec ce qui est un criminel de guerre. Ce n'est pas le Poutine d'il y a 6 semaines ou 4 semaines lorsque Macron et Scholz l'ont rencontré et que cela n'a mené à rien. C'est un Poutine qui a menti à Macron, qui a menti à Scholz, qui a envahi l'Ukraine, qui tire, qui bombarde des populations civiles. En quoi devons-nous servir d'intermédiaire avec ce criminel de guerre et l'Ukraine? Je pense qu'Israël a bien fait à l'ONU et ailleurs de condamner l'agression russe et les crimes de guerre de la Russie. Et je ne pense pas que ces soi-disant négociations mèneront à quoi que ce soit, parce que Poutine est un homme de mauvaise foi, c'est un menteur, c'est un gangster, et Israël ne s'honore pas, à mon sens, et perd son temps en jouant les négociateurs, puisque les intermédiaires en tout cas, puisque Poutine n'a aucune intention de négocier. Il se sert uniquement, comme il s'est servi il y a quelques semaines d'Emmanuel Macron et de Olaf Scholz, il se sert aujourd'hui de Naftali Bennett. Je pense que sur ce plan précis, Bennett fait une erreur et que Israël devrait condamner la Russie de façon beaucoup plus ferme. Alors, on l'évoquait à peine tout à l'heure, l'une des retombées très prégnantes de ce conflit qui a éclaté au cœur de l'Europe, qui est le premier du genre depuis 1945, eh bien, c'est l'incidence de cette guerre sur la position russe dans les pourparlers de Vienne, puisque, comme on le disait il y a à peu près une dizaine de jours, alors qu'on était au bord de la signature d'un accord à Vienne, après presque 9 mois de négociations sur le renouvellement ou un nouveau pacte entre les grandes puissances et l'Iran concernant son programme nucléaire, eh bien, on a vu non pas les États-Unis mettre le holà aux exigences iraniennes, mais tout d'un coup les Russes, pour des raisons fort, je dirais, égoïstes et fort économiques, exiger pour signer ce pacte que les sanctions, justement, les fortes sanctions dont vous parliez, imposées à l'URSS, ne s'appliquent pas à ses relations économiques et financières avec l'Iran, semble-t-il, parce qu'il y a un enjeu pétrolier et un enjeu énergétique considérable entre Moscou et Téhéran. Et on a vu donc les Russes tout d'un coup freiner la conclusion de l'accord et même les Iraniens protester contre Moscou et cette nouvelle position de Moscou. Alors, est-ce que vous pensez que c'est toujours le cas? Est-ce que, d'après la presse de ce week-end, eh bien, on pourrait peut-être, les Américains, c'est absolument invraisemblable, ce sont les Américains qui défendent l'issue de cet accord, au prix d'ailleurs de nouvelles concessions qui sont accordées il y a quelques jours aux Iraniens, et en même temps ce sont les Russes qui bloquent pour des raisons très très égoïstes, j'allais dire. Et comment on va se sortir de ce panier de crabe? De toute manière, cet accord, il est mauvais en tout état de cause pour Israël, on en reparlera peut-être après, mais comment vous expliquez cette position russe, cette volte-face russe qui a surpris tout le monde? Ça confirme la mauvaise foi des Russes, ça confirme que Poutine veut utiliser les négociations avec l'Iran uniquement pour essayer de se sortir des sanctions. Mais cela n'aura pas lieu, évidemment. Il faut bien comprendre que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Russie a soutenu l'Iran, c'est elle qui lui a fourni sa technologie nucléaire civile, c'est elle qui l'a aidé à contourner les sanctions économiques américaines. Et aujourd'hui, la Russie veut effectivement lever les sanctions contre l'Iran, entre autres parce que depuis de nombreuses années, Poutine essaie de créer un espèce de cartel du gaz naturel, l'équivalent de l'OPEP pour le gaz naturel, avec l'Iran et le Qatar, puisque ces 3 pays ensemble détiennent plus de 2/3 des réserves de gaz naturel connues dans le monde. Donc c'est pour ça que Poutine n'est pas du tout fiable pour Israël lorsqu'il s'agit du dossier iranien. Et il a pensé qu'au dernier moment, en faisant ce chantage, eh bien, effectivement, il pourrait soulever une partie des sanctions contre lui dans sa guerre d'agression contre l'Ukraine. Cela n'aura pas lieu, évidemment, comme vous l'avez rappelé vous-même. Même les Iraniens ont protesté contre cette manipulation de mauvaise foi venant de la Russie. Mais le fait qu'on s'achemine alors
nonobstant ces tentatives de dernière minute des Russes à la signature d'un accord dans les prochains jours, au plus tard dans les prochaines semaines. Est-ce que ce n'est pas une très mauvaise chose pour Israël, pour plusieurs raisons? D'abord, j'ai sous les yeux la déclaration de l'ambassadeur russe, à Vienne, qui a déclaré que l'Iran avait obtenu bien plus que ce qu'on pouvait imaginer. Et puis surtout, au-delà des déclarations des uns et des autres, il y a cette hypothèse non encore vérifiée, selon laquelle les Américains auraient accepté de faire sortir l'organisation hyper-terroriste, j'allais dire, des gardes révolutionnaires iraniens de la liste justement des organisations terroristes. Et puis il y a aussi le fait sur le terrain que l'Iran continue de fabriquer de l'uranium enrichi à haut degré, à 60%, et qu'elle est sur les starting blocks de rentrer dans, on en a parlé lors l'un de nos derniers entretiens, elle est sur le seuil nucléaire. Et donc ces trois éléments font que de toute manière, avec ou sans l'accord des Russes, de toute manière, on va vers un mauvais accord pour Israël. Et le pire de tout de même, c'est que face à cette, non pas ce lâchage, mais cette position forcenée des Américains qui veulent à tout prix arriver à un accord, il semblerait que les dirigeants israéliens, aussi bien Lapid que Bennett, ont protesté ces derniers jours et ont rompu un silence très pesant sur la position israélienne. Est-ce que les jours qui viennent vont nous réserver la mauvaise confirmation d'un mauvais accord à Vienne? Cet accord est mauvais par définition, puisqu'il ne pourra pas, il n'empêchera aucunement l'accès de l'Iran à l'arme nucléaire. Donc, que ce soit clair. Mais il faut bien comprendre aussi, et comme vous l'avez dit, on avait déjà parlé sur votre programme, avec ou sans accord, l'Iran est déjà un État seuil en termes de capacité nucléaire. Donc cet accord, finalement, ne sert à rien, de la même manière que ne pas le signer ne servira à rien non plus, puisque de toute façon, quand Trump s'est retiré de l'accord nucléaire, il a d'une certaine manière accéléré. Il a accéléré l'accès de l'Iran à l'arme nucléaire, puisque les Iraniens ont commencé à enrichir de l'uranium bien au-delà de ce qui était permis par le JCPOA, et que les sanctions américaines n'ont servi à rien, puisqu'elles ont été contournées par la Chine et par la Russie. Donc il faut bien comprendre que aussi bien la politique de Trump que celle de Biden ont échoué. Avec ou sans accord, l'Iran se rapproche et est déjà au seuil de l'arme nucléaire. La véritable question est de savoir pourquoi alors est-ce que les États-Unis sont-ils prêts à tout pour signer un nouvel accord avec l'Iran, puisqu'ils savent très bien eux-mêmes que cet accord ne bloquera pas l'accès de l'Iran à l'arme nucléaire. Alors il y a plusieurs théories, plusieurs suppositions, l'une étant que si effectivement l'administration Biden compte utiliser la force contre l'Iran, eh bien cela la justifiera sur le plan international après une nouvelle violation d'un nouvel accord par l'Iran. C'est possible. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que cet accord ne bloquera pas l'accès de l'Iran à l'arme nucléaire, que les États-Unis, à mon sens, sont prêts à beaucoup trop et bien entendu inacceptable, entre autres, de faire sortir les gardes révolutionnaires iraniens de la liste des organisations terroristes. Si cela est confirmé, ce sera effectivement une concession américaine très grave et inacceptable. Mais alors, comment vous expliquez finalement, sur le papier, on comprend très bien, Israël a comme allié traditionnel les États-Unis. Dans un contexte trouble et confus de cette guerre en Europe, les enchères montent sur la sécurité à la fois continentale et internationale. Mais comment vous expliquez ce silence israélien? Est-ce que c'est à cause de la mauvaise formule de la coalition qui tient qu'à un fil, donc à cause de problème interne, ou est-ce que parce que Israël a déjà pris sa résolution que oui, on va vers un accord désastreux et que si l'Iran franchit le seuil nucléaire, eh bien, ce sera à Israël de l'empêcher finalement de jouir de ces nouvelles armes qui seraient terrifiantes contre Israël. Est-ce que c'est parce que on en a fait une raison de voir l'Iran bénéficier finalement d'un accord? Vous êtes d'accord avec moi que si cet accord est signé, ça va occasionner une pluie de milliards de dollars sur le régime terroriste de Téhéran et donc une véritable maca, une véritable catastrophe par rapport à la sécurité de cette région qui est déjà tumultueuse. Alors, est-ce qu'on se tait parce qu'on prépare la revanche ou est-ce qu'on se tait parce qu'on ne sait pas quoi dire? D'abord, on ne se tait pas, puisque le gouvernement israélien, d'après ce que je sais, aussi bien Naftali Bennett que Yair Lapid se sont exprimés à plusieurs reprises, dont ce matin, contre l'accord qui est en train d'être
d'être conclu à Vienne et que Naftali Bennett s'est exprimé très clairement contre le fait de faire sortir éventuellement les gardes révolutionnaires de la liste des organisations terroristes, que la semaine dernière, le vice-premier ministre Guy Ansar s'est exprimé en Amérique latine pour s'opposer très fermement à la levée des sanctions contre l'Iran qui financerait le terrorisme iranien à travers le monde. Et il l'avait dit justement pour marquer l'anniversaire de l'acte de terrorisme des Iraniens du Hezbollah contre la communauté juive de Buenos Aires. Donc le gouvernement israélien ne se tait pas. Mais même s'il parlait plus, à quoi cela servirait-il? À rien. Et on le sait, puisqu'on l'a déjà vécu en 2015, lorsque Netanyahou avait cessé de crier sur les toits que c'était un mauvais accord. Il était allé au Congrès américain en mars 2015 pour s'exprimer contre le président Obama. Est-ce que cela servait à quelque chose? Non, cela ne servait à rien. Parce que ce n'est pas en affrontant l'administration américaine devant les caméras, devant le Congrès. Au contraire, à l'époque, Obama avait cessé de coordonner avec Israël et qu'Israël avait été écarté justement des négociations. Si l'on veut garder un contact avec le gouvernement américain et faire savoir nos réserves et nos oppositions, eh bien, il faut le faire dans un esprit collégial et pas en attaquant l'administration américaine devant les médias comme l'avait fait Netanyahou, ce qui avait été contre-productif. Pas seulement ça n'avait servi à rien, ça avait été contre-productif, puisque de toute façon, les Américains à l'époque avaient signé cet accord, et qu'en plus, justement, parce que Netanyahou avait offensé l'administration Obama devant le Congrès, eh bien, on avait été écarté du secret des négociations. Eh bien, merci Emmanuel Navon pour cette intervention et les précisions importantes que nous a apportées. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés. Je rappelle tout de même que sort cette semaine un livre que vous avez écrit qui s'intitule L'Étoile et le sceptre. C'est un livre sur l'histoire diplomatique d'Israël qui sort donc cette semaine aux éditions Hermann en France avec une préface du président Yitzhak Herzog. Et donc, c'est un livre à recommander pour y compris comprendre la période confuse dans laquelle nous nous trouvons. À bientôt et à la semaine prochaine.